Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode du Hoop Culture. Et là, je vous cache pas qu'il y en a un qui trépigne d'impatience depuis plus d'une semaine. C'est mon acolyte Pierre Armand, c'est le jour de sa vie. Je vous garantis qu'il y a une pression derrière cet épisode que vous n'imaginez même pas, parce que ça va être l'épisode spécial sneakers. Donc vous avez été plusieurs aussi à nous avoir demandé quand est-ce qu'on ferait un numéro spécial sneakers. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est quand même l'une des spécialités de Pierre Armand. Vous savez aussi certainement que moi, j'y connais pas grand-chose. Donc ce qui est cool, c'est que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. J'ai noté tout un tas de questions pour Pierre Armand. Donc première question, Pierre Armand, comment tu te sens là? T'es chaud là pour cet épisode? Je suis un peu fébrile quand même, hein. C'est mon moment, hein, comme tu l'as dit. C'est un peu ma finale à moi, quoi. Il reste une seconde 8, j'ai deux lancers francs, Game 7, quoi. La pression est encore plus importante que celle qu'a suivi la décision de LeBron James. Donc je vous garantis que là, c'est Pierre, il est sous pression. Et je vais commencer tout de suite en fait, parce que c'est une question que finalement je t'ai même jamais posée. Toi, comment t'es devenu fan de sneakers? Ça devient où cet amour des chaussures? Bah, ça vient des magazines en papier glacé, tout simplement, où on voyait des images de sportifs avec des chaussures aux pieds. Et puis des publicités où on te faisait croire et on te disait que c'était grâce à ces modèles-là, parce qu'il y avait de l'air dans la semelle et que ça permettait de sauter plus haut, forcément, on s'y intéresse. Euh, le basket, c'est aux sneakers, j'ai envie de te dire, ce que le jazz est au hip-hop. Hein, c'est un truc mille fois samplé, mille fois utilisé, qu'on peut reconnaître au premier coup d'œil. C'est une source d'influence et d'histoire intarissable. Voilà, c'est toujours respecté. Disons que la sneaker, c'est le basket et vice-versa. C'était au-delà d'un instrument de travail au départ, hein, tout simplement. Et donc, on a toujours ce moment un petit peu fébrile où on se dit, même si on n'en a absolument pas besoin, tiens, je vais changer de chaussures cette année là pour la saison là, parce que les miennes sont bien bien fatiguées là. Tu sais, genre t'as juste un petit chevron en dessous qui fait comme ça, c'est tout. Donc il y a rien qu'à bouger. La chaussure, elle est presque neuve, mais il faut en changer. Donc c'est un petit peu le plaisir, comme des gens ont le plaisir des voitures, des montres. C'est un petit peu le kiff du collectionneur aussi, on va pas se mentir. Et c'est c'est quelque chose qui a beaucoup évolué parce que je sais que toi, Théo, tu as cette âme du digger et du truc que les autres n'ont pas forcément. Et fut un temps, on pouvait aller diguer dans les shops de sneakers, on pouvait aller trouver un petit truc un peu différent, un petit peu spécial. Ça s'est terminé par la suite. Il y a eu un mouvement et un phénomène qui a changé le cours de l'histoire de cette industrie, c'est le mouvement rétro, puisqu'à partir de ce moment-là, bah, les modèles étaient réédités. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est réédité? C'est que bah, toi, quand tu avais 18 ans, 19 ans, même plus jeune pour certains, tu pouvais pas t'offrir une paire comme ça. Et je sais que toi, c'était le cas pour toi aussi, Théo, et qu'il fallait pleurer dans les jupes de sa mère, c'est le cas de le dire, pour avoir certains modèles. Bah, d'un coup, on bosse, on peut s'offrir, donc on rattrape un petit peu le temps perdu de manière, je te l'accorde, un peu frénétique de temps en temps, mais avec ce plaisir-là. Et c'est une bulle, en fait, parce que tu te rends compte que ça a été le cas aussi il y a une dizaine d'années quand il y a eu ce fameux phénomène du resell, de Yeezy, etc., où tu avais les jeunes, bah, ils se faisaient un petit billet de 50, 60 euros là-dessus ou 100 euros sur une paire tous les 2, 3 mois qui sortaient. Quand ils arrivaient à l'attraper, bah, ces jeunes qui avaient 15 ans, aujourd'hui, ils en ont 25, ou ils en avaient 20, ils en ont 30, ils ont un taf, donc la bulle, tu vois, c'est pareil, se tarit peu à peu. Après, il y a un autre phénomène, c'est qu'on trouve tout partout et il suffit d'avoir un ordinateur qui marche, une connexion Internet et un peu de sous sur son compte et ça fonctionne. Il n'y a plus besoin d'aller aux États-Unis pour trouver certaines choses. Puis c'est vrai que c'est un des gros, vraiment un gros changement quand maintenant on part aux USA et je pense que tous les gens qui font un voyage, même s'il est initiatique aujourd'hui, doivent être un petit peu déçus quand ils vont là-bas en se disant je vais me trouver des paires complètement dingues, des éditions limitées comme on voit au pied de PJ Tucker ou des facs, etc. Non, non, les gars, il n'y a pas.
Il n'y a que des Footlocker, des JD Sport, des trucs comme ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est vrai que c'est vrai pour un peu tout. Je vois pour la comparaison que je pourrais faire, c'est avec la musique, les disques, c'est Bien un peu sûr. pareil maintenant. Voilà, tout est sur Internet, tout le monde regarde les cotes de tout. Donc, t'as plus vraiment ce frisson quand tu rentres dans un petit magasin en disant je vais tomber sur Ah, tu peux l'affaire quand ou le même. truc que je cherchais. Ouais, vraiment encore, tu penses que tu peux Tu trouver peux encore parce que, alors, toi, le digger de vinyle, oui, parce qu'il peut tomber encore sur une édition ou un pressage, si le type est vraiment, vraiment, vraiment un gros digger et un gros spécialiste, sur un pressage ou une édition avec une pochette spéciale qui a 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, une chaussure, j'avais fait une interview du responsable du magasin Flight Club à New York qui me disait qu'aujourd'hui, une paire de Jordan, elle a une durée de vie, si on la porte beaucoup, si on la protège pas ou quoi que ce soit, 10-12 ans. Ouais. Ouais, non, Donc, bien sûr. trouver vraiment, arriver en disant, bah, j'ai trouvé une pépite, c'est-à-dire je vais dire une connerie, une Air Jordan 20 qui a donc 15-20 ans, tu vois, et qui, nickel dans sa boîte, bon, bah, tu vas la passer au pied, elle va rentrer, et ton pied, il passe à travers parce que la colle est asséchée, parce que voilà, faut pas oublier que c'est des matériaux, c'est des colles, des coutures. Dedans, il y a il y avait des plaques avec des bulles d'air, etc. Bah, tout ça, au bout d'un moment, ça sèche, ça prend, et puis ça s'effrite. Quand tu vois sur certaines vidéos, tu sais, il passe le doigt sur la semelle et le doigt Ouais. passe à travers la semelle. Bon, bah, c'est normal, c'est un outil de consommation directe, on va dire. Et du coup, toi, ton amour des baskets, il vient des chaussures de basket ou est-ce que t'as flashé au début sur d'autres paires, que ce soit des chaussures de tennis ou ce genre de choses? Bah, alors ça dépend parce que sur ma génération, pour beaucoup, par exemple, la Air Max 90, c'était des chaussures qui étaient estampillées chaussures de banlieue, tu vois, qui n'avaient pas bonne réputation sur ces choses-là. Il n'y avait pas de phénomène encore de plaisir de la chaussure de running. Aujourd'hui, la fameuse Dad Shoe, ben, tout le monde en veut parce que bah, on est bien dedans, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais non, il y a eu un moment où c'était vraiment de la chaussure performance. Mais à aucun moment, quand la passion est née, je me disais, il faut que je stocke ça, il faut que je garde. Alors, autant sur les sapes, oui, parce que ça me plaisait de les mettre, les remettre, mais jamais je voyais la chaussure comme un futur élément de collection. Jamais. Ouais. Et du coup, justement, t'as basculé du côté de bien aimer les baskets, les sneakers, ça a trouvé ça cool, à cet aspect un peu collectionneur, à te dire attention, bah, je vais pas les mettre tous les jours ou je vais en prendre soin, je vais les mettre de côté. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Exactement pour la même chose que toi avec les disques. Et bon, j'ai un peu le même problème, mais à une moindre échelle que toi. C'est qu'à chaque fois que je prends le disque dans la main, j'ai l'impression que le disque, il me regarde, il me fait: Viens, je vais te raconter une petite histoire. C'est tellement ça. Et ben, c'est tellement ça. Et du coup, moi, à Ouais. chaque fois, je regarde mes sneakers. Bon, après, c'est un tout aussi. C'est que quand on a une paire de chaussures qui coûte un certain prix, ben, on a envie d'en prendre soin. Les joueurs qu'on voyait avec ces paires-là, elles étaient toujours immaculées et toutes jolies. Tu n'as pas envie d'avoir une paire de Jordan éclatée et que surtout, bah voilà, chaque chaussure, moi, je peux pas rester, je peux te raconter une histoire de barbe à papa sur chaque chaussure. Donc, Hmm. et si tu veux, chaque chaussure, du coup, raconte une histoire, raconte une époque, et en tirant la bobine, en tirant le fil, et ben, tu arrives à un match référence, tu arrives à quelque chose de connu, tu arrives, voilà. Et toi, du coup, tu parlais tout à l'heure du fait que, voilà, quand on était gamin, c'était quand même des chaussures qui coûtaient cher. Alors, c'est pas les prix d'aujourd'hui, mais bon, le coût de la vie était Oh, pas mais le même c'était non quand plus. même, ah ouais, mais Donc, voilà. exactement. Exactement. Donc c'était compliqué. Toi, c'est quoi la première paire vraiment où t'étais prêt à te saigner pour laquelle t'étais prêt à te saigner, avec laquelle t'as tanné tes parents ou t'as économisé petit à petit ton argent de poche pour pouvoir te la payer? Est-ce qu'il y a une paire comme ça pour toi? Bah, l'histoire, je l'avais raconté, que j'étais parti, moi, il y a des trucs que tu peux pas faire quand tu es chez toi parce que tu sais que t'as pas les œufs et que tu les auras jamais. Et puis tu as une autre possibilité, c'est quand tu pars, tu sais, tu pars en vacances et là on te donne un budget, Oui. on te donne une enveloppe.
dans l'enveloppe, il y a 10 sous quand même. Et du coup, tu arrives sur place et j'arrive aux États-Unis. Et bah, je suis allé dans le premier Foot Locker. D'ailleurs, j'avais jamais vu un Foot Locker de ma life, tu vois. Ouais, j'ai fumé une paire de Jordan 7. C'était en 92, à 3 semaines du début des Jeux Olympiques. Voilà, Jordan 7 olympique. Bon, en plus, pas du tout ma taille parce qu'il y avait pas ma taille. J'ai eu une grande expérience avec ça aussi, de prendre des chaussures beaucoup trop grandes parce qu'il y avait que ça et que c'était ça où il n'y avait pas. Donc, moi qui fais un petit 40, je me suis chopé des chaussures en 42,5, serrées jusqu'à l'os, et que si jamais je me mettais à courir, et le pied droit il partait de l'autre côté du trottoir, et tu vois, injouable avec, parce que le pied il fait comme ça. Mais non, les petites tailles, bon, maintenant ça va mieux, mais il y a un moment, c'était tout aussi difficile à trouver que les très très grandes. Alors, pas aux États-Unis, bien sûr, mais les petites tailles aux États-Unis, c'était dur à trouver, comme c'était difficile de trouver au-delà d'un 47, 48 ici, quoi. Je, je vais te faire. Toi qui connais ça. Oui, bah, pas loin en fait, je vais te faire hurler, je vais te raconter. Donc moi, ma première paire de Jordan, c'était des Air Jordan 6, les noirs et rouges. Je l'ai trouvé dans un petit magasin spécialisé dans le basket qui était derrière Beaubourg, à côté de la place de l'Horloge, si je me trompe pas. Il me semble qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, hein, de ce magasin qui était vraiment spécialisé dans le basket. C'est le petit carré, c'est ça? Non, pas Ticaret. Ticaret, c'était donc ça, c'était dans le 18e. Là, c'était vraiment juste derrière Beaubourg. Et c'était vraiment une boutique spécialisée dans les produits de basket. Ils vendaient, Ah il oui, y avait oui, un oui. panier de basket, un parquet, etc. J'ai oublié le nom de. C'était rue Nicolas Flamel, pour te dire, et c'était un truc genre pas Sport USA, mais bon, ça. C'était un truc comme ça. Ouais, ou Basket Star, enfin, bah, je sais plus, mais c'était. Et d'ailleurs, si tu te rappelles, c'était immense et il n'y avait pas grand Ouais, chose d'ailleurs. c'est ça. Bah, moi, j'avais eu la chance de les trouver en solde, en fait. C'est pour ça que j'avais pu les C'est prendre. fou. Voilà, je les avais prises pour jouer. Et là où je vais te faire hurler, c'est que tu sais, il y a le petit arc de cercle en plastique qui est à l'arrière de la chaussure, là. Tu vois, moi, il me gênait au niveau du tendon d'Achille, donc je les avais customisés, j'avais coupé. Tout simplement, j'avais coupé cette partie-là. Et le petit Jordan rouge qui était à l'arrière, j'avais pris un stylo peinture argenté et je l'avais repassé en argenté parce que je trouvais ça plus cool C'était en comme ça. quelle année? Bah, l'année où c'est sorti, ça devait être en 92, Ah, 91, 92. c'était un Nike Air alors que tu avais derrière. Que tu C'était. devais Ah pas bah ça devait kiffer, être hein. un Nike Air alors. Oui, Ouais. ça devait être ça. C'était quand elle venait de sortir. Donc je m'étais dit qu'un jour je te raconterais cette anecdote pour te faire hurler, sauter au plafond. Mais voilà. Je referme la parenthèse. Ne m'envoyez pas des menaces de mort ou d'insultes si vous êtes un sneakerhead. Je sais pas ce que je faisais. Ah, c'est pas. Attends 2 secondes. Tu t'en vas? Tu pars? Tu as ta valise, ton passeport aussi? Ouais, c'est avril. Non, tu reviens quand? Août? Pour les Non, les JO, laisse tomber. D'accord. Tu pars avec les autres, non? Bon. Allez, bisous. Ciao. Chris Paul, c'est pour ça, c'est Chris Paul. Ouais, donc, La balle perdue pour Chris Paul, magnifique. ouais, la 6, ouais. La 6, c'est la première, moi, où j'ai tanné. J'ai tanné ma mère, elle était dans un. Est-ce que tu te rappelles de cette franchise de sport? C'était pas Sport 2000, c'était un truc où il y avait des huskies sur sur le logo. Là, comme C'était ça, surtout des magasins qu'il y avait à la montagne. C'était une franchise, genre Intersport, Sport 2000, Ok. des trucs comme ça. Les techniciens du sport. Tu te rappelles de ce magasin? Techniciens du sport? Si, Et carrément. ben, Ouais. ils en avaient alors, il y avait la Jordan 6, les Mutombo, les trucs comme ça. Les Converse de Larry Johnson. Et il y avait celle-là. Bon, c'était incroyable. Puis c'est la toute première, surtout, qui était vraiment commercialisée en France. Et bah, la 7, elle est là, regarde. Oh, regarde, elle perd de la poussière. Tu vois, elle crumble, comme on dit. On dirait Klay Thompson. Elle est dans le même état que Klay Thompson. Il en reste. Non, il n'y a plus de balles, c'est bon. Non, C'est bon. mais voilà, regarde, c'est celle-là. C'est la première Ok. Jordan que j'ai achetée. Elle est de 92. Et elle perd ses plumes. Voilà, Donc mais celle-là, cette poussière que tu vois là, en fait, Ouais. c'est la mousse, c'est tout le système d'amorti qui a séché. Et tu l'as Donc, gardé quand même au bout du compte, tu vois, ça a la même si oui, c'était une j'ai de tes gardé premières ou parce ta que première, c'est la toute première, tu vois, avec le 9 derrière.
qui a été rééditée, que j'avais reprise après, mais voilà, celle-là, je l'ai gardée. J'en ai qu'une sur les deux d'ailleurs. Mais ouais, ouais, c'est la ligne. Tout va bien, c'est pas mal. Non, non, mais voilà, c'est. Et puis, enfin, moi, je sais pas, j'avais vraiment l'impression qu'il allait m'arriver quelque chose de formidable là-dedans. C'est rigolo, hein. Comme En les portant, ouais. la puissance du marketing, bien sûr, et du storytelling. Et ben justement, on va parler de marketing, de storytelling, tout ça, c'est lié à l'univers de la basket et puis à sa montée en puissance, voilà, depuis que nous on est rentré dans le basket, ça n'a cessé de croître. Euh, et pour toi, ça vient d'où en fait? À partir de quel moment est-ce que tu dirais qu'il y a un moment où ça change et où les équipementiers se disent nos produits de sport technique, on peut en faire autre chose, ou il faut qu'on approche ça sous un angle peut-être un peu différent que uniquement celui de la performance, qui a un public à aller chercher? Alors, quand Converse crée la Chuck Taylor, la fameuse All-Star, on est en 1917, au milieu des années 20. Alors, ça s'appelle Chuck Taylor parce que un, c'est un joueur de basket qui. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'il portait ce modèle comme tout le monde. Hein, c'est pour ça que les vieux joueurs de basket, ils marchent un peu bizarre. Et, Tu m'étonnes. et, euh, et, euh, et surtout, il a apporté deux, trois améliorations. Tu vois, il avait donné deux, trois conseils là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on lui avait donné le nom, parce que ces améliorations-là sont celles qui ont fait que le modèle a perduré pendant des années et des années, et qui est le modèle aujourd'hui encore le plus vendu de l'histoire de la sneaker. Des dizaines, des centaines de coloris, de collaborations, bon voilà, sur ce modèle-là. On parlait des États-Unis, tu vas chez Converse à New York sur Broadway, enfin tu vois le monde qu'il y a encore. Avec, tu veux changer 15 000 lacets. Tu croises toujours dans ta journée quelqu'un qui a une paire de Converse. Là où ça change un petit peu, c'est en 71, puisque Adidas, qui est pratiquement leader sur le marché, sort le premier modèle signature, c'est-à-dire endorse un joueur qui s'appelle Lou Asindor, et qui, le lendemain d'ailleurs, je crois, du premier titre, change son nom et s'appelle Karim Abdul-Jabbar. Et donc, lui offre, je crois, à l'automne 1971, le premier modèle, la Jabbar, qui ressemble à aujourd'hui, on va dire, une chaussure de sneaker casual classique, quoi, de la street classique, mais très résistante, qui ressemble à une superstar sans l'avant du pied, le fameux shell toe, qui est à l'avant, très connu ce surnom, et qui a été beaucoup porté notamment à New York. Voilà, la Jabbar, c'est-à-dire que sur le haut, là où, si vous aimez Adidas et ses vieux modèles comme la Stan Smith, vous avez le visage de Stan Smith en haut, bah là vous aviez le visage de Karim, et puis ça avait évolué jusqu'au moment où on le voyait faire son skyhook. Donc le premier changement, il vient de là, du fait que on associe un joueur à un modèle performance. Et que du coup, commence à y avoir des publicités où on voit Karim Abdul-Jabbar avec ses chaussures, les porter avec son short, mais également avec un pantalon. Mais tout ça évolue bien plus tard dans le fait que ça gagne une certaine street crédibilité. Et même quand c'est récupéré par certaines personnes, voilà, moi, un de mes modèles préférés all-time, et pourtant, c'est la Clyde de Puma, qui sort en 1973. Alors, j'y ai mis des Fat Laces, comme tous les b-boys qui essayent de se respecter. Voilà, 1973, c'est une année, toi qui aimes l'Enix, c'est une année particulière pour New York, qui gagne le titre, et ce personnage de Walt Frazier est si particulier, et le modèle devient super cool, quoi. Un contrat à 25 000 $ l'année, phénoménal, et surtout Pour l'époque, ouais. 25 cents sur chaque paire vendue. C'est colossal, c'est un contrat de folie. Lui, il est un peu excentrique, fan de mode, etc. Donc, c'est un modèle qui plaît. Il y a eu plein de coloris. Et puis, c'est des modèles qui, après, avec la Suède, parce que c'est une autre version de la Suède. C'est un peu comme la Dunk et la Jordan 1, tu vois. C'est une version un peu améliorée. Et c'est des modèles qui sont donc
en nubuck et qui ont été récupérés par les danseurs aussi, par les premiers danseurs de hip-hop. Donc voilà, donc c'est la Clyde. Ouais, c'est les chaussures de b-boy par excellence, comme tu disais tout à l'heure, hein, la suède Ouais, aujourd'hui c'est ou la les Clyde. chaussures de voilà, aujourd'hui c'est les chaussures de b-boy, mais qui sont pas faciles forcément à trouver partout. Après, il y a eu Nike qui a sorti en 76 sa première paire de baskets, la Blazer. Si vous avez regardé le super film Air avec Matt Damon, Ben Affleck, Chris Tucker, etc., sur la signature de Michael Jordan, vous voyez combien la division basketball de Nike est en cata. Ils ont, je crois, 250 000 $ pour faire signer 5 joueurs. Ils regardent dans la draft, ils vont aller chercher au fin fond du truc, genre jusqu'à Kenny Skywalker, tu vois, tellement il n'y a Putain, les gens, personne. il m'a tellement fait rêver ce joueur, tu sais que là, il y avait une cassette vidéo avec des dunks, là, je sais plus laquelle c'est, là, je me mélange un petit peu, la Super Dunk of the NBA ou un truc comme ça, tu le voyais taper ses 360 complètement dingue au concours de dunk, là, avec ses, tu sais, il avait ses chaînes en or autour du cou, là, Ouais, c'est m'a fait ça. rêver, Bah, c'était Skywalker. l'époque, ouais, où ils étaient ultra bling bling au concours de dunk, ouais. Mais c'est vrai que Phil Knight donc sort la Blazer, que Nike qui se spécialise eux. euh, Tu sais, je vous conseille de lire l'autobiographie de Phil Knight, qui était représentant de la marque Onitsuka. Donc, c'est pour ça qu'il y a un héritage japonais toujours très fort chez Nike et la firme de Portland. Donc, là, ils sortent cette Blazer qui montante, basse. Donc, c'était pour la première fois on pouvait jouer avec des chaussures un peu plus basses directement. Ça a plutôt pas mal marché. C'est Ouais, c'est l'ancêtre clairement de la gamme basketball de Nike, la Blazer. La Blazer. Après, je vous fais un large panel. Il y a un modèle qui a changé beaucoup de choses aussi, c'est la Pro Laser de Converse en 1976, portée par Dr. J. Je ne sais pas, un modèle complètement, si tu le vois, un modèle complètement en cuir. Quand tu entends les légendes de la NBA des années 80-90, pour eux, ça a été, voilà. Toi, tu parlais de la Jordan 6 infrared. Eux, ça a été voilà, le premier modèle qu'ils ont pu porter, qu'ils ont tanné leur mère pour avoir, avec leur maman qui les attendait, comme Charles Barkley à la sortie du vestiaire pour reprendre la paire au cas où il décide de la flinguer dans la cour, tu vois. Voilà, donc le Dr. J qui porte ça, le fameux Black Moses, on voit des photos de lui à Rucker avec ce modèle. C'est Converse qui passe un gap, donc c'est-à-dire fini à Chuck Taylor, etc. Et puis c'est surtout un modèle qui est sur énormément de posters dans les chambres des amateurs de basket, puisque c'est ce que porte le fameux MJ en mettant un shoot connu en 1982 contre Georgetown avec North Carolina. Donc c'est un modèle important. Et donc en fait, ce tire-la-bourre, surtout Converse et Adidas à la fin des années 70, notamment quand Adidas sort un modèle qui est encore réédité et que tu connais certainement, c'est la Top 10. Hein, il y a le Pro modèle déjà d'Adidas, qui est une superstar montante qui avait été réédité au début des années 2000. Je ne sais pas C'était si tu top vois. d'ailleurs. Tout le monde avait ces pompes-là. Moi, j'en ai eu plusieurs là. Il y avait un petit magasin sur Paris qui les vendait pas cher là. Elles étaient super pour jouer. Ouais, c'était lourd. Hein. Non, moi, j'ai trouvé. Lourd, lourde au premier Ouais. sens du terme. Ouais. Moi, j'avais vraiment bien aimé quoi. En tout cas, Ah oui, tu pouvais oui, jouer super. dehors avec et tout. Elles étaient vraiment cool. LeBron les avait redynamisés quand il jouait Absolument. Ouais. au lycée à ce niveau-là. Et puis, donc, sort la Top 10 d'Adidas. Alors, est-ce que tu te rappelles la Top 10 d'Adidas? Alors, pourquoi Top 10? Parce que c'était un morceau, un modèle qui devait être porté par les 10, alors, selon according to Adidas, les 10 meilleurs joueurs de la ligue. Doc Collins, il y avait Kermit Washington, il y avait Billy Knight, il y avait Mitch Kupchak, tu vois, qui sont devenus tous coach restant dans ce GM, ouais. milieu-là, avec Adrian Dantley et Bob Lanier. Donc, tu vois, il y avait quand même, c'était, tu vois, les superstars, c'était ceux-là, avec Rick Barry, bien sûr, qui va apporter ce modèle, pareil, enfin, un caillou, quoi, très lourd, mais plutôt souple et pas si désagréable que ça pour l'époque. Et donc, continue à se tirer la bourre. Voilà. Arrive la Converse, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent, ils prennent à ce moment-là, qui signe? Magic Johnson, Larry Bird
avec la fameuse Weapon où tu les vois tous les deux, ils ont leur modèle noir pour les Celtics, Purple and Gold pour Magic, avec Kevin McHale qui tape un espèce de rap. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub Bien sûr, la pub est légendaire. Exactement ça. Avec Larry Bird Larry Bird qui a la dernière punchline à la fin qui se pointe avec sa moustache. C'est magnifique. Et c'était MVP, tu vois. Exactement. C'était Mais tu sais, tout à l'heure, je te parlais de chaussures de basket. En fait, ma première chaussure de basket, c'est celle-là que j'ai eu, la Weapon, la noire de Larry Bird avec le petit logo des Celtics. Mais je jouais pas au basket encore à l'époque. Je les avais rachetés à un pote de mon collège qui assumait pas de les porter parce que tu sais, il est marqué juste cons, il n'est pas marqué Converse. Et donc tout le monde lui disait, ouais, t'as des chaussures de con. Moi, j'en ai rien à foutre. J'avais racheté pas cher. Et je faisais du skateboard avec. Donc celle-là aussi, je les avais bien défoncées. Je les avais pas vraiment respectées pour ce qu'elles étaient. Et oui, mais modèle ultra important. Et dans la pub, en plus, tu te retrouvais. C'était marrant parce que tu avais donc McHale, Magic. Comment il s'appelait Isaiah, non je crois qu'il y a Asia Thomas, il y a Mark Guire. Donc il y a tous les mecs qui peuvent pas se blairer sur le terrain, qui sont sur le même rap le plus claqué de l'histoire. Même Balance-toi, c'est mieux. No offense, excusez-moi pour tous les autres. Mais voilà, donc. Donc Nike, si tu veux, ils sont au milieu de tout ça, mais ils sont un petit peu dépassés par les événements. Et ils commencent à développer une technologie, notamment Finite dans les chaussures de running, notamment dans la Tailwind, où, attention, le mec balance, il y a de l'air dans la chaussure. Et c'était vrai, il y avait des reportages à l'époque qui montraient des gars qui achetaient genre 2 paires, une nouvelle et l'ancienne, une fois qu'ils avaient fini de le courir avec, parce que c'est des chaussures de running un peu en tissu, donc il l'a découpé pour voir ce qu'il y avait dans une putain de chaussure et de voir un peu la technologie, comment ça se passait. Et jusqu'à ce qu'en 82, il y a un designer qui s'appelle Bruce Kilgore qui dit, lui, bah, si on mettait ça, mais en plus fat, avec un vrai coussin qui contient de l'air, et en faire une chaussure de basket. Parce que Finite lui disait, mais vous pouvez la découper, la chaussure, il n'y a que de l'air dedans, vous verrez rien. Malinx. Malinx, le fil. Mais après, l'idée, c'était de la montrer, justement, non? C'était pas... Et donc, l'argument aussi, c'était de montrer la bulle. été de la montrer. Et donc, en 82 sort ce modèle, la Air Force One, donc, qui est popularisé par le grand Moses Malone. Alors, attention, parce que c'est vraiment... Ça, c'est comme la fusée SpaceX, hein, si tu veux. Il y a eu... prototype foireux, test raté. Ça a mis 4 ans à être conçu, l'Air Force One. Et sur les premières pubs, donc tu vois le modèle et tu vois la chaussure, tu sais, tu es découpé en plusieurs morceaux en dessin pour voir un petit peu la technologie qui est à l'intérieur. Donc ce modèle qui est utilisé, pas énormément, à part par Rachid Wallace par la suite, ce qui prouve qu'une bonne chaussure, bah, ça dure avec le temps, mais c'est pas tant utilisé que ça. Et en fait, tu connais l'histoire parce qu'elle est intimement liée à la culture hip-hop. Hein. Cette chaussure, c'est la chaussure de la culture hip-hop. Tu peux parler de ça avec le DJ Clark Kent, voilà, les fameuses Uptown qui ont été repopularisées dans la ville de Baltimore. Et qui ont été ultra mises en avant. Sur le coup, ça n'a pas été un banger absolu, hein, l'Air Force One. Que tu as certainement eu, toi. Oui, bah oui, bien plus tard, mais oui, j'en ai eu un paquet. Justement, ça reste que, comme tu le disais, une chaussure culte, iconique, notamment toute la culture hip-hop. Et puis il y avait quand même cette campagne de pub qui était assez folle autour de l'Air Force One, avec là aussi un assemblage de stars impressionnant pour l'époque. Ouais, devant la Cour suprême, là où ils étaient, il faudrait que je vous retrouve. Alors, il y a plein de bouquins qui sont formidables, mais je vais vous retrouver cette image. Et Théo, tu la mettras sûrement aussi en avant. Bah, déjà, il y a celle-là, tu vois. Regarde-moi les champions. Sur le tarmac. C'est à celle-là que je pensais. Les équipements, ils sont incroyables. Les mecs, tu as l'impression qu'ils ont envie de crever, tous. Genre, on voulait être chez Adidas, tu vois, et finalement, on se retrouve. Nike, c'est pas. Ça fonctionne pas bien. Et puis, c'est une chaussure de sport. C'est pas du tout. Aujourd'hui, c'est un phénomène culturel
et notamment le modèle White on White qui, pareil, a fonctionné des années plus tard, popularisé par Jay-Z et tous les rappeurs. Mais bon, pour moi, tu parlais du moment de la bascule où ça devient un phénomène culturel. C'est un petit peu le cas. Bon, et puis après, évidemment, la vraie bascule, elle est là. La vraie bascule, elle est sur la Jordan 1 parce Ouais. que pour la première fois, la chaussure de sport devient cool. Il n'y a pas d'autre mot. Ça devient, on a envie les gens la portent pas forcément sur les terrains, voire pour la première fois, pas du tout sur les terrains. Ils s'en servent comme un accessoire de mode. Je t'ai sorti le Coloris Bread cette semaine. Est sorti j'en ai parlé sur Basket Session mercredi dernier, qu'il y a une rumeur comme qu'en 2025, elle va revenir. Pourquoi ce coloris-là? Parce que c'est celui qui, selon la légende, a été interdit par la NBA. Alors, c'est pas ça, c'est pas ce modèle-là, c'est la Airship que portait Jordan avant que soit conçue la Air Jordan 1, parce que Jordan, il signe en voyant la Jordan 1, mais il l'a pas tout de suite. Il ne joue pas tout de suite avec. Il joue avec un certain nombre de modèles, dont la Airship, qui ressemble un petit peu à celle-là. Et c'est celle-là dont Nike fait la pub. La NBA, vous empêchez de les porter avec les croix, le fameux, comme quoi elles sont bannies de la ligue. Ouais. Bon, Nike a payé l'amende pendant un petit moment, ravi de la payer. Et ils attendaient, je crois, 10 millions de dollars. Ils en ont fait, je ne sais plus combien, 160. Ou 2 millions de dollars, ils en ont vendu pour 160 millions. Bon, bref, le vrai phénomène culturel, voilà, il est là, la bascule du fait que ça devient assez cool, elle est là. Mais c'est pas pour autant que tout devient cool. Ouais. Voilà, faut pas non plus croire que d'un coup, c'est que la weapon, on la porte. Enfin, il y a très peu de chaussures, malgré tout, et encore aujourd'hui, de modèles signature qui sont portés, qui ont passé le cut de la street credibility, tu vois. Et puis, alors, j'anticipe peut-être un petit peu par rapport à ce que tu allais dire, mais sur la fin des années 80, début des années 90, il y a eu pas mal d'aussi, des marques un peu éphémères qui s'étaient lancées. Moi, je me rappelle de British Knights, j'avais une paire de Avia de Clyde Drexler, il y avait LA Gear, toutes ces marques-là qui ont été éphémères. C'est des marques qui ont essayé de surfer justement sur ce que Nike avait pu commencer à faire. Comment toi, tu vois ça avec le recul? Bah, c'est que surtout, on se rend compte que tout le monde a sa chance. Quand tu te retrouves avec un marché qui est quand même vampirisé par bah, déjà, il y a un fait, c'est que le basketball n'était pas avant 1980, enfin l'arrivée de Magic, et encore, il a fallu. Les gens ils pensent qu'en 1980, ça y est, c'était non. L'arrivée de, on va dire 84, l'arrivée de Jordan, où d'un coup les matchs reviennent sur la télévision nationale, reviennent en direct, le basket redevient cool, redevient un sport bien important. La NBA redevient chouette, on commence à porter des t-shirts, on est fier de son équipe. C'est pas un truc de camé où tu as un match par semaine en direct, tout le reste c'est en différé, même les finales NBA. Donc bah, il y a un nouveau marché qui s'ouvre, donc forcément bah, il y a plein de marques. Tu disais Avia, il y a eu Kangaroo qui essayait de faire des chaussures de basket, New Balance qui en faisait également, qui s'est lancé là-dedans. Alors aujourd'hui, New Balance essaye de revenir sur le truc, mais c'était pas simple. Il y avait les Ewing aussi, bien sûr. Il y avait les Ewing, mais alors voilà, c'était ces modèles signature. Par contre, la particularité de l'époque, c'était elles appartenaient à un joueur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vois Jalen Brunson, quand tu vois tous les joueurs jouer avec des Kobe qu'ils ont sur leur propre couleur et tout, mais à l'époque, Ewing il jouait avec ses Ewing, Jordan il jouait avec sa paire de Jordan, et personne jouait avec des Jordan. Il n'y a qu'à partir de 97, je crois, Jordan 12, où bah, tu voyais Tony Kukoc et certains joueurs, Ron Harper, porter une paire de Jordan. Mais dans les autres équipes, jamais de la vie. Tu aurais vu Reggie Miller, il s'est mis à porter des Jordan, il s'est mis à signer avec Jordan Brand une fois que Jordan est parti. Oui, bien sûr. En Bien 2000, sûr. tout ça, c'était impensable. C'était impensable. Donc ce nom Air Jordan, déjà, c'était, même si c'était simple, rudimentaire, bon, bah, ça change la phase du truc. Mais la Jordan 2, par exemple, et c'est un flop.
C'est un flop complet. C'est un flop complet. Alors après, Nike continue avec d'autres modèles comme la Dunk, parce que la Jordan 1, elle est pas très chère, hein. Elle est à 69 dollars, je crois, quand elle sort. C'est pas très très cher. Mais il continue avec la Dunk. Et là, Nike a une bonne idée. C'est de cette espèce d'enfant illégitime de la Jordan 1. Elle est conçue et livrée pour les universités, avec les couleurs des universités, avec cette fameuse publicité Be True to Your School, où tu as les couleurs de Michigan, de UNLV, enfin bref, de Kentucky. Donc tu as toutes ces couleurs d'université qui font que chaque école peut porter ces dunks. Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus visibles chez les universitaires, parce qu'ils se sont rendus compte, comme ils ont galéré pour avoir Jordan en sortie d'université, qui lui, il rêvait d'Adidas, mais comme on ne pouvait pas offrir de contrat, autant montrer que les produits sont bons dès le plus jeune âge. Donc ça prend des étudiants, ça prend d'anciens étudiants, et c'est là où le truc est génial. C'est que toi, quand tu es un ancien de Michigan, tu es bien content d'acheter avoir ta paire de Dunk. À la Fiji, tu connais comme les Américains, tu les as vus, sont attachés viscéralement et à vie à leur université, que là, ils peuvent porter une pompe à la couleur de leur fac. Et c'est étonnant qu'aujourd'hui, ça ne se fasse pas plus que ça, tu vois. Tous les modèles pour les joueurs qui font, les voient souvent, les Player Editions que Jordan peut offrir à North Carolina, ou pour la March Madness, ces modèles magnifiques avec le logo de la fac, de l'université d'Oregon et tout. C'est dommage qu'on ne les trouve pas, que ce soit que pour les joueurs. Ouais, que ce soit que pour les joueurs. Et on l'a revu un petit peu pendant la March Madness avec notamment Juju Watkins à USC et puis qui est sponsorisé par Nike et donc qui avait offert un modèle spécial à toutes ses coéquipières juste avant le tournoi C'est ça. final. On a vu Sabrina Ionescu qui a fait pareil. Alors je sais plus si c'était, je crois que c'était avec la fac d'Iowa et de Caitlin Clark qu'elle avait fait ça aussi. On a vu l'air de rien. Les équipementiers qui se repositionnaient un petit peu sur le Bien basket sûr. universitaire, notamment chez les Oui. filles, en sentant qu'il y avait tout un marché à exploiter. Là, il y a Brianna Stewart qui sort son nouveau modèle chez Puma. Ça bouge aussi de ce côté-là à nouveau. Ça bouge aussi quand tu vois que le maillot de Caitlin Clark sur Fanatics là, est le plus gros démarrage de l'histoire en termes de vente de maillots. J'imagine que là, il y a des gars chez Nike qui doivent être comme ça. Comment on a fait le modèle comment on fait s'il reste 3 mois Ils doivent être comme des fous. Parce que oui, il va y avoir le modèle. Mais c'est extraordinaire qu'il y ait des jeunes filles qui puissent avoir le modèle de leur joueuse préférée. Moi, je trouve ça génial. Et même moi, je n'ai pas eu le plaisir d'essayer la Sabrina, la une, mais je ne serais pas contre. J'adorerais avoir la chaussure de Caitlin Clark, ce serait génial. Ou même celle, une chaussure de la bande Ghetto Favelas de Riz Cardozo, là, de la paire des deux, là, ça devrait être incroyable, avec des grands cils sur l'avant. Ce serait génial. Et bravo à la. Alors, j'étais à la fois super ému de voir cette draft avec ces jeunes femmes absolument superbes, toutes dans leur positionnement. On sent le gap qui a été pris, où tu n'as plus du tout des jeunes filles qui sont là, limite qui s'excusent, qui sont juste contents. Alors, tu voyais quand même qu'il y a un gap qui a été pris, une fierté d'être là, même si je trouve que tu avais l'impression que c'était organisé dans la salle des fêtes de Harris Orangis, tu vois. Harris Orangis, c'était un peu casse-couille, ça, cette toute petite salle. Faites-le au Barclays Center. Aujourd'hui, je suis sûr que tu le remplis, le Barclays Center, pour faire une draft de WNBA. Ouais, non, mais c'est clair que je suis d'accord avec toi, j'en parlais récemment. Là, ce qui est chouette, au-delà du niveau des filles qui viennent d'être draftées, de cette génération qui est vraiment impressionnante, c'est le tempérament, quoi. Je trouve qu'elles ont toute une personnalité forte, Mais oui, mais c'est chacune fou. dans leur style. Et donc, Angel Reese, incroyable. exactement. Donc, La photo, la voilà, chacun photo peut de la trouver. classe, ouais, la photo de la classe 2024, on dirait les Grammys. Ouais, c'est vrai. C'est super. Franchement, c'est chouette. Donc, Je t'interromps bien sûr. dans ce que tu étais en train de nous raconter, parce que j'ai une question qui m'est venue en tête. Là, j'ai mentionné les Ewing. Moi, j'ai un souvenir. Alors, mon souvenir, la première fois que je les ai vus, c'était dans un clip de Gangstar de Just Together Up. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ces baskets? J'ai jamais vu ça, etc. Elles étaient hyper hype. Est-ce que, au bout du compte, à ton avis, Ewing, c'est le pivot qui a eu la paire la plus populaire? Alors, je sais que Shaq, sur le nombre, on a quand même vendu beaucoup, mais en termes de popularité et tu vois, de garder une place dans l'histoire, est-ce que c'est la Ewing finalement pour un pivot, pour un Ah, intérieur?
À cette époque-là, c'est celle dont on se rappelle. C'est un nom que tout le monde connaît. Déjà, c'est une chaussure que tout le monde n'a pas portée parce que c'est vraiment une chaussure qui est pour le coup euh, intransportable sur un public, par exemple, féminin. C'est impossible. D'ailleurs, il y a eu des collabs qui ont été faites avec Death Row, avec des trucs, tu vois, vraiment hip-hop, mais la pompe, elle est. Enfin, je sais pas, t'as déjà joué avec une paire de Ewing? Je les ai même jamais mises, mais c'est des Ouais, tanks je hein, quand pense même. que c'est des trucs qui étaient portables qu'avec à l'époque des baggy, voilà, Hmm. des chaussures comme ça. Mais je pense pas que les gens aient un souvenir de la Mutumbo, par exemple, même si on s'en rappelle visuellement. Moi, je me rappelle avoir vu beaucoup de gens porter la Ewing, mais c'était un accessoire de. C'était, elle avait été approuvée par la rue, mais il y a plein de gens qui ne savaient pas forcément que c'était un modèle. Pour eux, c'était genre la version sneakers d'une Timberland, tu vois. Ouais. Je pense que c'était pas. Mais on en trouve encore, hein. Est-ce qu'ils ont fait, il y a 2-3 ans, ils ont refait une nouvelle campagne Ah de. oui, Ils t'en en ont trouves encore. ressorti avec des collabs avec notamment avec des musiciens. Je sais qu'ils ont fait un modèle avec Cormega notamment. Ouais, Avec ouais. Rayquan, peut-être bien aussi. Voilà, ils avaient vraiment justement marketé l'héritage hip-hop, la place que ça avait pris dans la culture. Et comme c'est devenu un truc de niche, c'était très facile de faire des petites quantités Ouais. pour des collabs. C'est pour ça que ça marchait si bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si difficile. Il faut que ce soit les plus grands qui fassent des collabs avec Jordan, par exemple, ou tu vois, J Balvin, tous ces types des musiques plus latines aujourd'hui, ces superstars qui font des collaborations. Il faut être dans les sphères. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, tu parlais de ce qui a changé, ce qui a révolutionné le truc. Voilà, pour moi, c'est celle-là. Tu la connais, je t'en ai déjà parlé. Ouais. Je te montre la vraie version, le prototype. Alors, c'est pas, j'ai pas le prototype, mais il avait ressorti à l'époque où tu vois, Tinker Hatfield avait laissé le swoosh ici et avait mis le Nike là. La nouveauté, c'était le Jumpman. Voilà, tout était nouveau, hein. On avait baissé d'un cran. La bulle d'air ici, c'est la première avec la bulle d'air. C'est la première qui prend des matériaux différents. Première avec l'éléphant print. Voilà. Puis, quelle aberration. Tu enlèves le logo de la marque que tu laisses sur l'arrière, mais en attendant, quand tu es comme ça ou comme ça, si tu sais pas ce que c'est pour un petit moment, il n'y a pas moyen de le deviner. Donc bon, maintenant, ce logo est devenu aussi connu que celui-ci. Mais à l'époque, voilà, c'était une révolution. Et quand Jordan a vu ce modèle-là, il était prêt à aller signer chez Adidas. Vraiment, hein, il venait pour leur dire j'arrête. Il arrivait avec 5 heures de retard à son meeting. On est allé voir quelques mois plus tôt Tinker Hatfield qui a bossé donc lui sur le projet, qui avait bossé sur le projet Air Max, mais il avait bossé sur le projet Air Max comme Oppenheimer avait bossé à Los Alamos, c'est-à-dire dans un secret défense absolu. Et on lui a dit, mec, ça va pas très fort avec Jojo là. On va te donner, t'as un peu de temps là, genre 2-3 mois pour nous sortir le nouveau modèle parce que sinon il va partir. Et s'il part, on coule. Non mais c'était ça. On lui Ouais. a dit clairement, s'il part, on coule. Donc bon, il sort ce modèle qui est le premier de la lignée et de la collaboration avec Tinker Hatfield, mais surtout le premier qui s'exporte à la télévision de manière ultra cool et qui rentre dans la culture hip-hop. Et tu vas sûrement nous en parler parce que toi, c'est quelque chose qui t'a touché, j'imagine, avec les publicités, avec le personnage de Mars Blackmon et Spike Lee. Ouais, bah carrément. Et notamment, moi, c'est même par le film Do the Right Thing, en fait, parce qu'il y a une scène culte que vous connaissez forcément, là, où Bugging Out, là, se fait rouler sur le pied. C'est que Si, celle-là si. qui. C'est celle-là, voilà. Avec la Il y a un Jordan mec avec 4, un ouais. t-shirt des Celtics qui lui roule sur le pied avec son vélo, là. Et il y a une scène qui est assez drôle, voilà, de coup de pression, parce que le mec ne supporte pas qu'il ait ses Jordan qui soient salis. Moi, c'est là que j'ai commencé à regarder ça, vraiment. Ce que j'ai. À l'époque, tu sais, je voyais pas, j'étais pas du tout branché sur les chaussures, ni même sur la mode. J'avais pas saisi que ça devenait un truc à part. Et c'est vraiment à partir de cette scène dans ce film-là que je me suis dit, mais c'est quoi ce Bien délire sûr. juste pour une paire de pompes? Et puis c'est là que j'ai réalisé un peu le truc, quoi. Et les deux chaussures à cette époque-là qui deviennent des personnages de cinéma sont deux créations de Tinker Hatfield, puisqu'il y a celle-ci qui devient, il y a un gros plan sur la chaussure avec la marque de vélo. Et d'ailleurs, ils ont réédité le modèle une fois avec la marque de vélo Très bon, qui ça. était là et un petit bracelet Rasta ici, comme celle de Wegner. Et,
Et ensuite, il y avait la fameuse Nike Mag de Retour vers le futur, la autolassante, là, qui a donc a été transposée au cinéma et devient, bon, bah, pas un personnage, mais enfin, bon, tu te rends compte de l'exposition. Il y avait un gros plan sur le modèle que tu vois comme ça au cinéma. Et il la nomme quoi, en disant tu viens de marrer sur mes nouvelles Air Jordan que je viens d'acheter. Donc ça devient à la fois un outil de reconnaissance dans la communauté afro-américaine et un outil d'un signe extérieur de richesse. Et on passe ensuite dans tout l'écueil avec la fameuse une de Sports Illustrated, Your Sneakers or Your Life, où commençait à avoir une criminalité liée à ce truc-là et où on te disait clairement, on t'attendait à la sortie du truc, quoi. Et moi, j'étais en 89 à Times Square en voyage et la Jordan 5 était là et le vendeur du magasin m'avait clairement dit non, parce que dehors, il y a des gars qui attendent. Quoi. Et c'est pas safe. Voilà, et les gars t'attendaient, te dépouillaient, te prenaient tes chaussures et se barraient avec. C'était juste, ils voulaient juste leur paire de chaussures. Seulement, il y a eu des meurtres liés à ça parce que c'était, encore une fois, comme les chaînes en or, comme aujourd'hui la grosse bagnole, ou comme aujourd'hui c'est les paires de Travis Scott, les machins, un signe extérieur de richesse, ouais, parce que c'était des paires un peu qui avaient dépassé largement les $100. Mais après, en France, il n'y avait pas forcément, ça prenait pas forcément une tournure aussi dramatique Pas du tout. qu'aux États-Unis. Mais par contre, il y avait aussi ça, clairement. Tout à l'heure, tu parlais de Ticaret. Je me rappelle à l'époque, Ticaret, tu y allais, tu faisais gaffe quand tu y allais, tu faisais gaffe surtout quand on sortait. Il y avait beaucoup de dépouilles en région parisienne. C'était, voilà, tu savais par exemple que tes Jordan, tu les mettais pas en n'importe quelle occasion, ou du moins pas en toutes circonstances. C'est quelque chose qui était très présent, même en France. Ça. Et puis là, je te parle de Mars Blackmon sur la Jordan 3, je te parle de Do the Right Thing, tu m'en parles sur la Jordan 4, mais en attendant, la Jordan 3, elle est sur une image où Jordan est au concours de dunk 88, la Jordan 4, elle est sur ce shot dans les playoffs. Donc, c'est une chaussure en plus qui performe de manière incroyable. C'est-à-dire la saison de la Jordan 3 où il est MVP, défenseur de l'année, meilleur scoreur, meilleur machin. C'est cette fameuse saison complètement aberrante. Voilà, c'est pas qu'un accessoire. On n'est pas sur de la mode. On est d'abord sur un truc qui rend fou les gens parce qu'en plus, elle est portée par un basketteur d'exception qui fait avec des performances folles. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui continue et on a un petit peu donc la Jordan 4 en plus confirme le succès de la Jordan 3 et la Jordan 5 après est arrivée et ainsi de suite, c'était parti. Il n'y a pas eu d'histoire. D'ailleurs Jordan après Jordan Brand avait sorti avec Nike un modèle qui s'appelle la Spice Hike. Et c'est un modèle assez marrant qui reprenait tous les modèles que Spike Lee avait mis en scène. Donc, tu as un bout de Jordan 3, tu as un morceau de Jordan 4 ici, la Jordan 5 qu'on voit sur le côté là, la 6 avec cette fameuse languette. Donc voilà, c'était un modèle rigolo. Et puis derrière, il y avait le logo de Spike Lee, le logo de sa boîte 48 Crease derrière. Mais il y avait une autre marque aussi, du coup, qui essayait de se mettre en avant, qui s'appelle Reebok. Avant l'arrivée de Shaquille O'Neal, ils n'avaient pas forcément les moyens de faire des immenses campagnes de pub et tout. Donc ils se sont dit, tiens, on va donner notre modèle à un gars qui va faire un concours de dunk. Et arrive Dee Brown qui pompe sur ses chaussures. Mon pauvre gars Sean Kemp qui s'est fait voler un concours de dunk de plus à l'occasion. Donc voilà, mais c'était... attends, tu te rends compte? Enfin, moi, je me rappelle m'être fait avoir, mais comme un bleu sur cette histoire. Alors, pas en achetant la chaussure de basket, parce qu'après, elle avait été portée par Dominique Wilkins, elle avait été portée par Horace Grant, surtout, qui était sur la grande scène des finales NBA. Mais moi, j'avais acheté le modèle de tennis qui a été porté par Michael Chang. Donc je me suis fait comme tout le monde avoir par la technologie pump avec ce truc qui te compresse le pied. Tu sais, t'as le pied, il est comme ça, et puis plus tu appuies sur le truc, plus ton pied il fait. Donc, et du coup, le modèle de Chang, c'était avant ou après sa finale de Roland Garros contre Lendl? C'était après. C'est après, ok. C'était après.
C'était bien après, ouais, 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 il a eu un modèle, puisque Agassi commençait à avoir ses modèles designés par Tinker Hatfield lui aussi, tu vois. Ok. Le- donc, qui devrait d'ailleurs ressortir cette année. Donc, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et ce modèle avec c'était une balle de tennis donc qui permettait de gonfler le D'actionner pied, la pompe à air. d'actionner la pompe la pompe la pompe à asphyxie. Donc, non, mais elle n'avait qu'un avantage, la pomme, c'est le moment où tu appuies sur la valve pour, Pour retrouver que le sang recommence à circuler jusqu'à tes pour, orteils. pour que ton visage retrouve une tête normale. Mais euh, la, la pomme, surtout, elle est popularisée par Shaq avec la Shaq Attack. Et on la voit sur l'album, sur son premier album. Qui fait d'ailleurs qu'un des premiers, un des meilleurs albums sûrement sur Jive Records de l'histoire du hip-hop fait par un basketteur. Hein. Le premier album, alors c'est Diesel, il s'appelle, non? Je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est Diesel, c'est ça. Oui, celui avec Outstanding, tout ça. Ouais, avec Outstanding, Ouais, avec Five Dog, etc. Ouais, ouais. Super disque. Super disque. Donc on le voit là-dessus, il fait une tournée, c'est Georges Eddy qui fait faire ouais. qui fait le tour manager. Enfin voilà, donc la pomme, la Shack Attack, elle est ultra populaire. Et elle ressort fréquemment, autant les modèles d'après, les Shack Gnosis, là où tu as, cette espèce de tourbillon qui te flingue l'esprit, ou les modèles portés par Sean Kemp par la suite. Notamment, je crois qu'il emporte une en finale NBA qui est un peu compliquée à regarder. Mais cette Shack Attack est incroyable. Et puis, rappelle-toi, dans tous les magasins, l'avait dans la vraie taille de Shack. Ouais, Souvent, il la vendait comme ça. absolument, ouais. Ça, je me Et si rappelle. tu vas chez aujourd'hui, sur Paris, allez voir chez Shinzo et ils en ont sous verre une paire. Je crois qu'elle est même signée en taille réelle. C'est quand même quelque chose. C'est quand même Je crois impressionnant. qu'ils avaient fait le même gimmick avec les Mutombo, parce que je me rappelle Ouais, aussi ouais, dans ils un avaient fait le magasin même truc avoir vu avec les ça. Ouais, Mutombo. Ouais, ouais. bah, tu parles, ils se tiraient la bourse. C'était l'histoire de pivot. C'était encore eux les superstars. À part Jordan, c'était les superstars de la ligue. Hein. Hmm. Donc c'est ton époque bénie ça. Et en 93, après, il y avait les URH. Tu vois, Fab il y avait Five. la Fight URH du Fab Five qui ont été joués avec, pendant un moment. Et puis après, on a la période morte, c'est-à-dire la retraite de Jordan. Donc, à ce moment-là, juste avant que sorte la Jordan 9, l'autre, il dit I lose sense of motivation. Donc, les gars, je pense qu'ils ont tous fait des AVC chez Nike où ils sont tous jetés par la fenêtre. Mais voilà, donc il y a une petite période un peu creuse où la Jordan 9 et 10 marche pas du tout. Et Tinker Hatfield, on lui dit pareil, mec, là il revient, faut y aller quoi. Faut envoyer du bois. Donc ils sortent ça, la Jordan 11. Donc ça, c'est celle qui était sortie en 2011 justement. Et à plus d'un titre, elle modifie le paysage de la sneaker. Pourquoi? C'est une vraie révolution pour deux choses. Un, le moment où elle sort, bon, bah, au niveau technologique, ça reste quelque chose d'assez incroyable. C'est retour de Jordan, c'est fait selon alors l'inspiration, selon les guêtres des Bugsy Malone et tous ces gangsters de l'époque, tu vois, comme une chaussette comme ça. Ils voulaient quelque chose qu'on peut porter avec un smoking. C'est pour ça que tu vois tant de gens se marier avec ça encore de nos jours, ou d'avoir tous les garçons d'honneur qui portent ce genre de modèle. Qui, pareil, c'est un événement à la télé quand il arrive. C'est Ahmad Rachad qui montre la chaussure. Il a une toute nouvelle chaussure qu'il n'était pas censé porter parce que Tinger Hatfield lui a dit non, non, tu la portes pas, elle est pas prête. L'autre, il a dit bah, écoute, donne-moi ça, je joue tout de suite avec. Bon, il perd contre Orlando la série, mais elle apparaît dans le film Space Jam. Bon, et puis là, c'est parti. Moi, cette pompe, je l'ai achetée en 42,5 ou 43, pareil, à Chicago. Je vous l'avais montré dans une relique, le modèle original. Et quand elle ressort en 2011, c'est l'émeute. Mais quand je te dis c'est l'émeute, c'est une émeute tellement folle que chaque sortie par la suite est décalée au samedi. Nike décale les sorties officielles le samedi parce que sinon, les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas à l'école, ils vont faire la queue devant les magasins. Et évidemment, qui se fait avoir dans ces cas-là? C'est la communauté afro-américaine, donc les gens les moins fortunés et ceux qui ont envie d'avoir ça avant toute chose, tu vois, et malheureusement, et du coup, on décale
la sortie c'est pour ça que les sorties maintenant de Jordan Brand, les grosses sorties, se font le samedi. Petit fun fact. Stay in school. Voilà, stay in C'est- school, mais exactement. Bon, alors, C'est stay in fou. school, mais buy my shoes quand même, tu vois. Mais voilà, exactement. C'est ça. Rester à l'école pour pouvoir choper un job et ensuite acheter mes chaussures. Voilà, et la même année sort la Up-Tempo. Alors, est-ce que tu as eu une paire d'Up-Tempo, toi? Parce que beaucoup de gens ont joué avec des Up-Tempo, avec le fameux R dessus. Je pense que c'est la chaussure la plus reconnaissable de l'histoire, pratiquement, parce que tu peux montrer à des gens une Jordan 3, 4, 5, 6, 7, ils peuvent te dire, euh, je sais plus, ça c'est mais la Up-Tempo, tout le Ouais. monde sait ce que c'est. Non, non, j'ai jamais joué avec. Ouais. Non. Toi, t'as joué avec un petit peu? Non, jamais. Bah, c'est des Non? chaussures. Moi, je suis trop petit pour ça. Mais c'est des chaussures quand même qui sont visibles en finale NBA et puis qui après font les JO et qui gagnent une médaille à Atlanta au pied de Scottie Pippen. Donc, ouais, c'est un peu la période dorée pour Nike. Donc, c'est un peu la quintessence de ce que les numéros 1 peuvent se permettre, c'est-à-dire un truc un peu barré et tout ça. L'année d'après, ils se disent bah, tu tant qu'à faire des trucs complètement dingos, on va sortir ça avec 25 ans d'avance, tu vois. La chaussure de Penny Hardaway, la Foamposite, qui est encore aujourd'hui une des chaussures les plus populaires de basket qu'on porte en lifestyle aux États-Unis. Hein. Tu vas quand tu vas te balader un petit peu plus haut vers Harlem ou Brooklyn, ou quand tu redescends vers Brooklyn, mais que tu vas vers Bed-Stuy, etc., tu vois carrément même pratiquement plus de gamins avec ça qu'avec une paire de Jordan. La Foamposite, malgré son prix, hein, ça sort à 220 balles, hein, ça. Alors pourquoi? Parce que la coque le moule était unique, donc c'est pour ça que le prix était si cher. Enfin, c'était unique. C'était ce qu'on voulait bien, Ouais. bien croire. Mais voilà, mais à l'époque, tout le monde disait que c'était la chaussure extraterrestre, quoi, de X-Files. Voilà, mais un modèle complètement dingue encore. Un mix d'une baguette, d'un scarabée et d'un cafard. Et toi, t'as joué avec celle-là? Ouais, Pareil, celle-là, je les ai jamais eu au pied. je l'ai joué Ouais. avec ça. Ouais, ouais. Ouais. Et tu sais pourquoi j'ai joué avec une fois par hasard? Parce que j'avais oublié mes chaussures, ma paire normale, et j'avais ça au pied. Du coup, j'ai joué avec et j'étais super agréablement surpris. Hein. Ouais. C'est pas là-dedans que j'ai fait mon move de penny qui m'a foutu par terre. Allez voir dans Et le, l'épisode précédent, on et remettra un le, lien le- sinon si besoin. et le moule avait été créé par le constructeur automobile Daewoo à l'époque. Voilà. Et le moule coûtait 750 000 $ pour faire la paire. Donc, tu vois, il fallait quand même une machinerie, il fallait être équipé Imposante, ouais. pour en faire, ouais, pour en faire en quantité. Tu vois, il fallait déjà dépenser presque 1 million pour la faire. Et après, voilà. Mais je t'ai quand même amené un petit truc. Regarde bien cette petite Madeleine de Proust pour toi. Oh, c'est beau ça. Regarde, elle est toute mignonne. Ouais. Et tu sais ce que c'est ça? Oui, Que bah tu as c'est. découpé, espèce de. Après, je les ai eu plus tard dans une réédition, dans un autre coloris, j'avais pas coupé cette fois, j'avais bien gardé comme il Est-ce que tu sais ce fallait. que ça représente? Pas du tout. C'est l'aileron arrière d'une Porsche. Ok, bah tu vois, Voilà. j'étais pas du tout. Parce que Je suis encore plus nul en voiture qu'en chaussures. Hein, pour Voilà, info. mais moi aussi, je suis nul. Alors, je suis M'envoyez pas des quiz complètement, sur les voitures. je suis complètement nul en voiture, mais pour avoir lu pas mal de trucs dessus, voilà, elle est façonnée selon les voitures de sport dont Jordan était fan. Et ça, c'est l'aileron arrière de la voiture. Mais voilà, donc les années 2000 qui arrivent, qui passent, et on arrive sur les nouvelles, le Jordan s'en va, et ben, il faut retrouver d'autres personnages, d'autres joueurs à qui s'identifier. Et aujourd'hui, regarde, on a quand même des joueurs comme Kevin Durant qui en sont à leur 15e ou 16e modèle, Kobe qui en a sorti 11. Alors, il me semble que je t'en ai amené une de Kobe. Et puis la série LeBron. Alors, je t'ai sorti ce modèle-là qui est certainement le plus connu, la LeBron 8 South Beach, puisque quand c'est celle qui va sortir quand ils décident de partir à Miami. Donc, quitte à continuer de torturer nos pauvres amis de Cleveland, autant sortir un modèle bien Miami Vice, tu vois, rose aux couleurs de South Beach. Donc, ce modèle qui est une petite révolution quand même, parce que déjà, ce coloris South Beach, il montre le changement de LeBron. Le modèle est incroyable, encore incroyable à porter. Et surtout, ce nom South Beach donne son nom à tous les modèles qui vont ensuite porter ces couleurs un petit peu flashy qui représentent
à elle-même la ville de Miami, puisqu'il y a même eu les maillots City Edition qui étaient sur ces couleurs-là. Donc maintenant, les coloris portent le nom. Et puis on parlait de Kobe. Bon, moi j'ai un peu la rage quand même parce qu'ils avaient dit des Kobe pour tous et que finalement, c'est impossible de mettre la main sur ces pauvres modèles, quoi. C'est impossible. Ouais. Impossible. Moi, il y a un modèle que j'ai adoré là dans les années après Jordan, c'est la Questions de Sherry Bock là, d'Iverson. J'ai adoré tant le look que le confort. J'en ai eu plusieurs paires. J'ai adoré jouer avec ces chaussures-là. Tu as eu plusieurs fois la même ou à chaque fois les suivantes? Parce qu'il y en a eu plusieurs des questions. Non, j'ai eu à chaque fois le même modèle, le modèle d'origine. Et après, elles avaient été rééditées. J'avais repris ce Ouais. modèle-là. Ouais. Elles Ouais. sont super, la blanche et rouge là, elle est magnifique et elles Ouais. sont encore rééditées J- très très souvent, hein. Je l'ai eu en Elles sont, blanche et rouge et en blanche et bleu. Ouais. elles sont super. Elles sont encore disponibles, hein. Tu les trouves partout encore, hein. Je vais aller diguer juste Oui, après oui, qu'on oui, aura fini avec les petits nids d'enregistrer pour aller d'abeilles me renseigner derrière. sur Ouais, ça. ouais, tu les trouves. Ouais, ouais, ouais. La question, tu la trouves encore un petit peu partout. Donc voilà, il y avait tous ces joueurs qui ont pris la suite. Bon, maintenant, on est sur Zion, sur Jason Tatum, sur Giannis, sur Luka Doncic, qui a teasé sa Luka 3. Mais il manque un truc, c'est que tous ces modèles-là, tu ne les vois et tu ne les verras jamais dans la rue, quoi. C'est des modèles, Hmm. même les Kobe n'ont pas passé le cut de la rue. À la Ouais, qui reste limite, parmi les préférés ça, des basketteurs malgré tout. Les Kobe, que ce soit c'est chez la les Kobe, pros ou chez les amateurs, bien ça reste des sûr, modèles références pour les joueurs, quoi. complètement. Mais elles n'ont pas été adoptées par la rue. Ça, c'est une certitude. Ça ne le sera, je pense, jamais. On voit jamais une personne porter, même les Kobe les plus recherchés, là, les Grinch, Rivers Grinch, machin, etc. Non, tu vois jamais quelqu'un porter une paire de Zion, de Tatum, ou alors c'est vraiment des gens parce qu'ils ont trouvé ça dans des outlets et que c'est confortable et qu'ils les portent, mais ça n'a aucune, c'est pas là pour le lifestyle, quoi. Voilà, ça n'a pas passé ce Ouais. cut-là. Et Peut-être la ça le LeBron, là, t'allais deviendra. dire que la LeBron, limite, Ah bah la elle avait LeBron plus quand cet même, aspect-là. ça arrive encore aujourd'hui de voir des gars sur scène, et des gros rappeurs qui peuvent porter une paire de LeBron, notamment Ouais. ce type de coloris. Des rappeurs qui portent des Foamposite, etc. Mais on dirait qu'il y a une rupture. Et même les Jordan aujourd'hui, la 31, 32, 33, 34, mais à partir de la 14, plus personne. Enfin, même la 14, elle n'a pas passé le cut, hein. Hmm. Donc c'est très curieux parce que ça fait quand même donc depuis presque 26 ans que finalement la chaussure de basket qui était un accessoire de mode est redevenue aujourd'hui sa fonction principale, c'est-à-dire un accessoire de sport. Et je ferme la boucle. Et tu penses que c'est lié au charisme des joueurs? Tu penses que c'est lié au type de design des chaussures comment t'expliques ça, toi? C'est pas une histoire de design de chaussures, c'est une histoire de popularité. C'est tout simplement. C'est une histoire que en 80, quand le phénomène rétro est sorti, alors il est sorti une première fois en 94 et ça n'a rien vendu. Jordan 1 et 3 sont ressortis en 94. Jordan jouait encore. Enfin, il avait pris sa première retraite. Ils se sont dit, bah, si on ressortait, je me rappelle avoir vu, mais vraiment, hein, dans des Citadium, le premier qu'il y avait à Haussmann, là-bas, gros Ouais. magasin, tu te rappelles, d'avoir vu des Jordan 1 Chicago et Jordan 3 comme ça, enfin, soldés, genre enfin, c'était des pompes qui devaient être à 800, 600 ou 700, ouais, 600 francs à l'époque, qui devaient être à 200. Enfin, ça n'avait aucun sens. Qui devaient être à 30 Ok. balles, 35 balles. Ouais, 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 Ouais. tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Et finalement, ça a pris après, une fois que l'autre s'est arrêté. Mais regarde, Kobe est parti et pourtant, ça n'a pas plus pris. Alors que, putain, plus charismatique que Kobe, c'est compliqué, quoi. Et je parle même pas de plein d'autres marques aujourd'hui. New Balance, c'est une chose. Mais par exemple, Under Armour, ça ne te viendrait pas à l'idée de mettre une paire de Curry pour aller voir un concert de hip-hop, tu vois. Hmm. Jamais de la vie. C'est pas parce qu'elles sont nazes, c'est que ça vient pas à l'idée. Donc c'est vraiment rester coincé déjà sur Jordan, mais sur une époque dorée qui dure de 84 à 97. Hmm. Ok. Et bah, du coup, alors, j'ai compris, tu me dis si je me trompe, mais donc là, toi, la Jordan 3, ça reste ta sneaker préférée? Ouais, pour moi. Mais une, une marque a réussi à faire du truc
parce que les gens, du coup, c'était un phénomène de streetball et qu'ils les portaient dans la rue parce qu'après, ils la portaient la journée parce qu'après, ils allaient sur le terrain. C'était la Tai Chi Den-One. Ah oui. Voilà. Voilà. Ça, ce modèle-là, il était calibré pour la rue et du coup, il était calibré pour l'asphalte. Donc, c'était sûr. Parce qu'aujourd'hui, une paire de Kobe, c'est quand même. Tu peux pas mettre une paire comme ça parce que tu joues pas dans la rue sur l'asphalte avec une paire de Kobe. À 180 balles, tu joues pas dans la rue avec une paire de Kobe. Donc, du coup, C'est clair. c'est un choix. Soit tu mets de la poussière en dessous, des cailloux, etc. Soit tu la gardes pour la salle. Et les gens ont pris le parti de la garder pour la salle. Ouais. Ouais. Il y avait d'autres modèles que tu voulais évoquer, Pierre Non, ou bah là, bon, attends, si on commence on n'en finira jamais. Là, je te Ah ouais. parle que sur une période jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les modèles qui sont proposés, en plus à des prix un peu plus corrects, aujourd'hui, on est à 120, 130 euros. C'est 130 euros, je crois, une paire de Tatum. Je trouve ça, bon, les LeBron, c'est 200 euros, mais moi, je trouve que la dernière LeBron, les modèles, c'est des œuvres d'art. Des œuvres d'art. La 20, la 21. Enfin, je les ai vus en vrai, t'as même pas envie, tu sais, tu les reposes, tu fais pardon, excusez-moi. Pardon, j'ai sali là. Ouais, tout est moulé, même le souche, il est embossé. Enfin, elles sont superbes. Et Hmm. j'ai joué avec la 20, c'est une sacrée chaussure de basket. Ouais. Franchement, et je suis Donc, étonné de voir si peu de joueurs en NBA ne pas jouer avec des paires de LeBron. Ouais. hmm. Tu penses que c'est lié au statut de LeBron, ça, sa J'en ai aucune idée. personnalité, Je Non, tu sais sais pas. pas. Mais ils veulent Ok. tous jouer avec des Kobe, quoi. Je pense que c'est leur idole aussi, donc ils veulent tous jouer Ouais. avec des Kobe. Et ces gamins-là ont grandi avec Kobe, donc. Et puis peut-être qu'il y a un respect de dire, moi je vais pas porter les chaussures. J'ai 22 ans ou 23, je vais pas porter les chaussures d'un gars qui en a 40 et qui va me taffer dans 5 minutes. Il va encore me rouler sur la gueule. J'ai pas envie du tout. Et il va me regarder, il va me faire des choses comme ça. J'ai pas très envie. Est-ce qu'il y a des chaussures, toi, qui t'ont fait apprécier des joueurs? Tu vois, des joueurs auxquels t'avais pas forcément prêté attention, et puis t'as trouvé les chaussures cool, et du coup, tu t'es intéressé aux joueurs, ça t'est arrivé, ça? Ok. Ce jeune joueur de la banlieue de Oh l'Ohio, c'est non, mais ça? c'est, quand tu aimes les chaussures, c'est. Alors avant, quand tu avais les Jordan qui sortaient, il y avait 4 coloris. Il y avait blanche et rouge, ce qu'ils appelaient White Cement, Fire Red, Bread. Et par exemple, pour la 4, il y avait Military Blue, un truc qui ressort là au mois de mai, et True Blue pour la 3, enfin avec du bleu, quoi. Et les LeBron, par exemple, elles sortaient en 10-15 coloris. Mais c'est sûr que moi, par exemple, un mec comme Jalen Brunson, quand je le vois jouer avec ses Kobe, avec les 6 là, les Grinch, là, fluo, bah, du coup, oui, ça m'attire l'œil. Ça m'attire l'œil. Du coup, je le vois, forcément, je le vois. Quand je vois DeMar DeRozan jouer avec une paire de Kobe, la Kobe 11 Tinker, où ils ont repris les codes des modèles de Tinker Hatfield avec la signature Tinker Hatfield à l'intérieur, un modèle que j'ai là, je pourrais vous montrer si vous voulez. Oui, ça m'attire l'œil. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait pas plus aimer le joueur, mais ça m'attire l'œil. Ok, Voilà. fair Mais il y enough. a combien de modèles on regarde par exemple l'argent qu'a pris Derrick Rose avec Adidas, et beaucoup de joueurs ont joué avec avec des D-Rose. Hein. Moi-même, j'ai joué 1 an avec une paire de D-Rose et plein de gens ont joué avec. Il y avait un beau logo, je ne sais pas si tu te rappelles, Ouais, ce il était D qui magnifique ressemblait avec à le. un Ouais, 1 dans la fleur, etc. ouais. Mais c'est pareil, ça jamais. Aujourd'hui, tu réédites une paire de D-Rose, mais ils le feront jamais. Hmm. Ils le feront jamais. Et Par tu contre, me il y a des montrais tout à l'heure. personnes qui m'ont Ouais, fait vas-y, vas-y. détester, qui pourraient pu me faire détester des joueurs, comme notre Ouais. fameux grille-pain de Kobe, et surtout le modèle, tu sais, patriote, là, avec le drapeau américain dessus. Ça, c'était quand même Ça, c'était aberrant. catastrophique. Ouais, c'est clair. Cataclysme. Et tout à l'heure, tu montrais des bouquins. Est-ce qu'il y a des bouquins, voilà, alors, Il y j'imagine en a que plein. vous-même, vous devez en connaître pas mal, mais toi, tes bouquins de référence ou ceux qui t'ont marqué particulièrement, ça serait lesquels? Alors, je vais te laisser en présenter un parce que je sais qu'il a été un liste que tu aimes beaucoup. Il y a celui-là qui est. Alors, on parlait de slam et de slam kick. Ça, c'est très Ouais, intéressant pour les sneakers qui ont changé le game. Là, tu absolument. vois, on Ouais. parle de, on parle de ça. C'est plutôt
bien documentées. Ah bah, tu vois, on parlait de la N1, Ouais. bon, j'ai pas parlé des T-Mac, mais ça, c'est des chaussures. Rémi Reverchon, par exemple, avait beaucoup parlé de ce modèle quand on avait fait une sneaker session. Les Shox, voilà, tu vois, c'est bien documenté. Il y a des belles photos qui sont mises en perspective sur pas mal de choses. Il y a une Bible, mais qui est beaucoup plus. C'est vraiment un truc de niche. C'est le Where Did You Get Those de Bobito Garcia. Ouais. C'est sur la culture de la sneaker à New York des années 60 à 87. Alors c'est pareil, c'est un truc merveilleux, c'est modèle par modèle, mais on est sur du vieux là, on est sur des marques comme Pony, comme Pro-Keds, euh, des vieilles New Balance, voilà, sur les coloris des top 10, etc. Mais ça s'arrête en 87. Donc si vous y cherchez de la Jordan, etc., il n'y en a pas forcément, tu vois, il y a Avia, Hmm. il y a l'avis de pas mal de spécialistes dessus, tu vois, avec une photo de Joe Hammond ici, incroyable. Culte au rocker, j'imagine. Ah, rocker, ouais. Et ça, c'est un bon livre. Et puis après, tu as pas mal de bouquins plus généralistes qui sont ultra intéressants. Je vous avais présenté celui de Larry Deadstock. Il y a ceux de Ouais. Tonton Gibbs qui sont intéressants aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé celui-ci qui s'appelle Sneakers, qui était de Rodrigo Corral, Alex French et Owican, qui lui contactait directement les designers, les gens qui ont fait des... Alors, tu vois, là, par exemple, c'est des interviews comme Bobito Garcia. Il y en avait une avec Kanye West, avec justement des designers, avec des directeurs de magazines spécialisés. Il y a Tinker Hatfield, il y a des gens qui sont plus, c'est également sur le lifestyle, sur d'autres marques, sur des directeurs artistiques, sur des photographes, donc c'est sur des magasins. Donc c'est super intéressant parce que c'est l'avis sur toute une culture là-dessus, comment ils y sont venus, ce qui les a intéressés. Donc ça s'appelle Sneakers. En plus, c'est un joli bouquin. Bon, c'est en anglais, hein, chez HarperCollins. Euh, avant que tu présentes le tien, moi voilà, un qui m'a vraiment. Alors il est un peu rush et très lourd. Ça s'appelle Sold Wow. Out. Ah oui. Et celui-là, c'est pas avec le magazine Sneaker Freaker, c'est chez Phaidon. Donc Phaidon, c'est toujours plus cher, mais c'est des vrais beaux bouquins. Et c'est l'âge d'or de la publicité concernant les sneakers. Donc c'est tous les posters, toutes les Ah, pubs. Et il y a des. L'impression est magnifique. Ah ouais, ouais. Et puis alors, tu vois, tu as toutes les pubs et les gears, tu vois. Donc, tu as souvent le descriptif, un petit peu comme tes notes que tu vois sur les vinyles que tu aimes tant. Ouais. Là, tu vois, tu as James Worthy qui est là. Donc, comment elle marche, la New Balance. Pourquoi il faut prendre ça. Pourquoi il faut courir avec New Balance. Ça, c'est des pubs, tout ça. C'est des vraies pubs qu'on avait dans les magazines. Euh, et puis, voilà, avec toutes les marques. Alors, tu vois, des posters que tu connais déjà. C'est un superbe bouquin. Il manque rien dedans. C'est essentiellement sur les années 90. Je ne sais plus combien il coûte, mais il n'était pas très donné, je crois, 70 ou 80 euros. Mais pratiquement, voilà, 900 photos vintage de l'âge d'or de la publicité concernant les sneakers. C'est embossé. Ça, c'est vraiment un Ouais, ça très, a très l'air beau livre. Ouais, 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 il a ouais. l'air très beau. Ouais. Tu t'en lasses jamais parce qu'il y a toujours des trucs à découvrir. Après, il y en a plein, hein, de vrais beaux bouquins. Il y a le Golden Book of Sneakers de Sneaker Freaker qui fait des rééditions. Et puis après, il y a des trucs un peu plus de niche sur les collaborations, sur les machins. C'est moins mon kiff, mais ça, c'est des vrais beaux bouquins. Mais il y en a un sur les 30 ans, les 30 premières années de Nike Basketball que tu as, toi, de ton côté, que j'ai aussi, Ouais, bah, mais qui est super. c'est quasiment l'un des seuls que j'ai sur les sneakers. J'ai aussi celui de Slam que tu as montré, c'est Soul Provider, et notamment qui est écrit par Scoop Jackson, dont je vous avais parlé déjà dans le Hoop Culture spécial média, parce que c'est vraiment l'un des journalistes basket qui m'a le plus marqué, je pense, voilà, qui a longtemps écrit pour Slam, qui a une plume vraiment incroyable, qui est maintenant fait des documentaires même. Et ce bouquin-là, il est pas à moi à la base, il est à mon collègue Guillaume Laroche, et je lui ai récupéré quand on a changé de bureau, quand on a déménagé, il n'y Bien avait plus fait, de place chez lui. Il m'a dit, bah celui-là, bien j'ai pas fait. la place pour le prendre. Et du coup, C'est un hop, chais. c'est moi qui l'ai récupéré. Et voilà, dedans, pareil. Donc, effectivement, comme tu le disais, c'est sur les 30 ans de basket de Nike, sur l'anniversaire des 30 ans de Nike. Donc, il y a il y a plein de photos, de pubs. Voilà, Ah, regarde, les images sont très belles. moi Tiens, aussi vas-y, sur je te Little laisse montrer, Penny et Pierre. Ouais. tout. Voilà, exactement. Super. Toutes les campagnes de pub. Donc, ouais, très beau bouquin. Soul Provider de Scoop Jackson. Et c'était sorti chez
Powerhouse Books. Donc ça aussi, là c'est la version imprimée en Italie que Guillaume avait bien voulu me laisser en main. Et voilà. Si vous voulez vous faire vraiment une culture basket, au sens basketball des années 90, un livre comme ça vous suffira parce que tout est mis en perspective. Pourquoi tel joueur, pourquoi tel modèle, pourquoi il a voulu le concevoir comme ça, parce qu'il joue plus comme ça, parce que cette année-là, il avait fait une campagne de playoff, machin, nanana. Voilà, tout est expliqué et tu as l'impression de lire ça comme un roman, en fait. Et avec une évolution, un début, une fin, ouais, ils sont forts. Bravo. Ouais, très beau bouquin, effectivement. Écoute, tu veux qu'on referme là la partie sneakers ou t'avais Oui, on est obligé. On fera un deuxième. Ouais, Ouais, je pense qu'il y aura matière à faire un deuxième. Allez, je te propose qu'on enchaîne sur les coups de cœur de la semaine. Est-ce que tu as eu des coups de cœur de ton côté, Pierre? Ouais, j'ai eu un coup de cœur, c'est le dernier livre de Laurent Gaudé. Voilà. Prix Goncourt avec Le Silence d'Escorta. Immense auteur français, également dramaturge, également essayiste. Voilà. Laurent Gaudé qui a écrit un livre qui s'appelle Terrasse sur l'histoire de quelques personnages qui, le 13 novembre, décident d'aller boire un verre sur les terrasses de Paris. Voilà. Et puis, tu sais, il y a toujours un petit mot en début de livre. Là, Laurent Gaudé écrit « L'histoire fera le récit des faits, qui fera le récit des âmes ». Alors, quand tu prends le livre, tu lis ça, déjà, tu fais « C'est bon pour aujourd'hui ». Tu vois, déjà, le type, il t'assoit complètement. Voilà, et tout est merveilleux. Voilà, c'est un petit livre qui est sorti chez Actes Sud, comme tous les livres de Laurent Gaudé. Je vous conseille Terrasse. On se sent tous parisiens quand on lit ça. Et voilà, on pense très fort à tous ces gens-là et on est très fiers d'appartenir à cette même race qu'est l'être humain. Parfois. Mais écoute, c'est pas facile de faire la transition avec après un sujet comme ça, mais ouais, non, en tout cas, je connaissais pas du tout ni l'auteur ni le livre, donc je me note ça comme chaque semaine, là. Ma liste, tu sais, de cadeaux pour le Père Noël, elle ne cesse de grandir à chaque semaine, puis avec tous les bouquins que tu me sors. Moi, j'ai deux films cette semaine en coup de cœur. J'avais un petit peu de temps la semaine dernière, je prenais du repos avant les playoffs, et donc j'ai pu mater des films. C'est pas des films récents du tout. Le premier, c'est Soleil Vert. Je sais pas si tu connais ce film d'anticipation. Charlton Heston. Exactement, avec Charlton Heston, dont j'avais entendu parler à de nombreuses reprises. Et ça avait pas mal fait le buzz en 2022 parce que l'histoire est censée se passer en 2022. Il y a pas mal de choses qui malheureusement rappellent pas mal ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de réchauffement climatique, d'écart qui croît entre les plus riches et les plus pauvres. Et en fait, là où j'étais bluffé, c'est que je m'attendais pas à ce que ça soit une enquête, parce qu'en fait, c'est une enquête, le cœur de l'histoire. Moi, j'ai vraiment marché à fond. J'ai trouvé le film vraiment très bon et j'ai trouvé Charlton Heston très bon. Ce à quoi je m'attendais pas du tout. Tu sais, j'avais cette image de mec qui a joué Bénur et puis Moïse dans des péplums. Donc voilà, j'ai été surpris j'ai trouvé qu'il jouait vraiment très bien et j'ai été bluffé par le film. Donc voilà, ça date des années 70. Je sais plus exactement quelle année c'est sorti. C'est un film d'anticipation. Ouais, ce film d'anticipation, j'ai plus l'année en tête, mais en tout cas, voilà. Moi, c'était une bonne surprise. Et l'autre, pareil, c'est pas un film récent, mais quand même plus récent, celui-ci, qui s'appelle The King of Staten Island, film de Judd Apatow qui est coécrit par Pete Davidson. Tu sais, c'est un mec du Saturday Night Live qui fait des spectacles de stand-up. C'est en partie autobiographique sur la vie de Pete Davidson. Ça raconte l'histoire d'un mec paumé de Staten Island, je vous en dis pas plus. C'est une histoire de famille, mais j'ai marché à fond. C'est une comédie, mais c'est pas vraiment une comédie. C'est un petit peu entre les deux. Il y a des choses très poignantes. Il y a Bill Burr, là aussi acteur de stand-up, qui est extraordinaire dans un rôle de beau-père. Là-dedans, il est génie. Tu disais quoi? Bill Burr, quel génie. Exactement. Et dedans, il est excellent, vraiment. L'une des plus belles moustaches que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma. Bref, je vous conseille ce film, le King of Staten Island. Si vous aimez le hip-hop, forcément, vous verrez, ayez l'œil attentif. Il y a plein de références au Wu-Tang un peu partout parce que moi, je t'avoue que je ne savais même pas que c'était un quartier de New York avant 93 et l'arrivée du Wu-Tang. Donc, ce film très sympa, voilà. The King of Staten Island, c'était mes deux coups de cœur de la semaine. Alors, moi, je vais en rajouter un coup de cœur. Soleil Vert 1973.
Ah, voilà, merci. déjà. Et en 1973, mon deuxième coup de cœur était loin d'être né. Mon deuxième coup de cœur, alors Victor Wembanyama a terminé sa saison sur des chiffres complètement dingues. Et il y en a un autre qui a terminé sa saison. Et j'ai un immense coup de cœur, une immense admiration pour lui. C'est Benjamin Moubet. Je rigole pas du tout. J'ai cru que tu allais me Vraiment. parler de Chris Paul. Je m'attendais Non, tellement non, à ce non, que c'est tu aies remettre Benjamin. un. C'est Benjamin. Et je voulais déjà le remercier de nous avoir fait vivre ce qu'il nous a fait vivre toute cette année parce qu'on avait l'impression qu'on était. Il nous l'a raconté avec tellement de ferveur, de passion et d'envie. On sent qu'il vit son rêve de gamin. Benjamin, en ayant vécu cette expérience américaine. Et donc, je voulais le remercier. Ça a été un gros coup de cœur parce qu'on l'a suivi tout au long. Il a été d'une constance et d'une précision et d'un professionnalisme incroyable. On peut être fier de l'avoir avec nous. Cette photo de fin d'année où il est avec Victor et tout, ça vaut tout l'or du monde. Et si jamais tu regardes le Hoop Culture, Benjamin, s'il te plaît, n'arrête pas cette aventure, continue. Parce que si l'autre est à 15% de ses possibilités, je pense que toi, tu es dans les mêmes eaux. Donc ne t'arrête pas et continue à nous faire rêver parce que c'est vraiment le cas. Bah, on passe le bonjour à Benjamin, bien sûr. J'ai vraiment cru que tu allais mettre un taquet à Chris Paul en douce. Du coup, je me demande. Non, il est En parti là. douce. Mais tu sais Ouais, il est quoi, il parti. a dû embarquer là. Il a Ok. dû embarquer, je pense. Il est avec Draymond, ça, il est dans le match. Non, non, surtout pas. Draymond lui a dit, tu sais quoi, je pense que la petite discussion dans le vestiaire en fin de match en disant à quel moment ça a foiré et que Draymond il a fait, bon les gars, moi j'y vais, je vais prendre la douche à la maison. Euh, bon, ça a dû être un bon moment. Je pense qu'il s'attendait surtout pas à être dans ce merdier. Putain. Du coup, je suis curieux parce que j'ai cru comprendre que tu avais un coup de gueule et du coup, si Et c'est ouais, ni pour j'ai un Draymond coup ni de pour gueule Chris Paul, je suis curieux de pour savoir. quelqu'un qui est un peu plus connu que Chris Paul. Pour cette jeune femme qui s'appelle Beyoncé Knowles, qui fait de la country, hein, qui vient de sortir. Elle a sorti donc son album qui s'appelle Cowboy Carter. Et il y a eu tout un micmac comme quoi ce disque ne devait pas ne devait pas sortir tout de suite. Il devait y avoir d'abord un autre album qui sorte et celui-là peut-être en dernier. Or, bon, Taylor Swift, pas Taylor Swift, machin, on sort ce disque que j'aime beaucoup, qui est un super disque, qui avant d'être un disque de country est un disque de Beyoncé, donc vachement bien. Donc tout le monde a vu la pochette de Beyoncé sur son cheval, etc., avec marqué Cowboy Carter. Et apparemment, il y a une rumeur comme quoi le distributeur n'était pas prêt et donc sort une version avec le vinyle. Donc je vais chez une grande enseigne pour trouver ce disque et on me dit ah non, non, nous on n'en a pas. En fait, c'est en stock, mais c'est uniquement sur commande. Donc, déjà, je dis pardon, on parle de Beyoncé, cette bonne vieille Beyoncé du Texas. Oui, oui, oui. Donc, pas disponible en magasin. D'accord. Donc, j'achète ça. Donc, pas visible le truc. Donc, je récupère. Donc, 32 €. Et donc, là, je vois marqué Beyoncé. Donc, en fait, c'était une autre pochette qui était peut-être prévue pour plus tard, avec un sticker marqué Cowboy Carter. Voilà, derrière. Et là, mon pote, j'ouvre le disque. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a. Comment ça, c'est tout ce qu'il y a? En fait, tu prends les deux disques, les voilà, avec le truc élimé. Prends le disque, il est là. Il n'y a pas de track listing. Le grammage est dégueu. Il n'y a pas le track listing, il n'y a rien. Il y a un QR code qui est là. Ouais. Donc, tu scannes le QR code. Tu as deux choix, vinyle, CD. Tu claques sur vinyle et tu as la liste des titres, même pas face A, face B et tout. Aucun crédit, zéro, rien. Donc, payer 35 balles pour avoir un objet que tu es censé ouvrir, regarder, te mettre comme ça, trop bien. Ah tiens, là il y a un ensemble de temps. Ah bah là c'est un hommage à ça. Ah bah là chez Sony Music, tiens, produit par Beyoncé. Voilà, la seule mention produit par Beyoncé Knowles, c'est pas la bonne pochette, c'est pas le bon truc, c'est pas le machin. Je l'ai même pas mis sur la platine et ça me flingue quoi. C'est un scandale. Je rigole, mais je partage ta rage. Je comprends pas quand même incroyable. Je comprends pas le principe de pas mettre les crédits sur quand tu sors un disque comme ça, ça me dépasse complètement. Quand tu vois les artistes indés aujourd'hui, je te montrais Chinese Man la semaine dernière, je t'avais montré le disque d'Elodie Rama, Constellation, qui est plein de détails, c'est bien fait, il y a des sleeves où il y avait les crédits, les paroles et tout. Pourquoi bon, elle est juste au niveau budget. Oui, c'est ça.
C'est ça, Ouais, 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 c'est une parce que petite artiste il faut payer les indépendante. vacances. Elle débute. Mais merde, pourquoi alors, oui, dans 3 semaines, il va y avoir un coffret comme as, avec un livret comme as dedans, 25 000 photos, machin, à 70 € qui va sortir. Et pourquoi on peut pas avoir une version mais je t'assure, quand j'ai scanné, déjà, je dis, mais c'est une blague, il faut vraiment scanner le QR code. Attends, je vais te le faire quand même parce que j'ai Parce qu'en pris. plus, si tu as besoin de ton téléphone, t'as pas besoin d'acheter le disque dans ce cas. Tu mets directement Mais alors, c'est en exactement ça. streaming et Donc, puis. attends, je te scanne le truc. Donc, tu arrives sur machin. Regarde bien. Donc, voilà. Limited Ok, Edition Tracklist. Regarde, vinyle CD. ok. Donc, tu as le truc de 1 à 18. Donc, va savoir Quel morceau et quel morceau, ouais. quel morceau sur le disque. Tu te dis, trop bien. On va regarder les crédits. Ou peut-être faut taper avec ça. Non, non. Va te faire. Go fuck yourself. Ah, pardon. J'avais pas compris. Pardon, Beyoncé. Non, voilà. Et c'est les cowboys, tu sais, c'est normal, hein, c'est pas. Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, j'étais en train de scanner le QR code et je tapotais sur mon téléphone et je montrais que, voilà. Bon, après, c'est un délire. Voilà, mais c'est un truc pour enfler les fans. Je trouve pas ça cool parce que moi, je suis pas plus fan de ce là, mais je trouve que c'est un putain de bon disque. Et du coup, bah là, je vais mettre mon truc dessus et je sais pas ce qui est quoi. C'est-à-dire, je vais prendre le disque. Ah, il est cool ce morceau. Mais je sais, bon, aucune idée. Tu te rends compte que pour savoir ce que c'est, écoute bien le délire. Il va falloir que je Shazam mon propre disque. D'ailleurs, ça, on le voit à un moment dans Soleil Vert, hein. Il me semble que vers la fin, il y a une scène comme ça, sur le bon sens de Non, la mais c'est la technologie. fin du monde, quoi. Allez, je te sens aigri. J'aime pas te voir comme ça, Pierre. Faut qu'on finisse sur une bonne note, là. Ben ouais. Qu'est-ce que t'as prévu pour la relique de la semaine? Oh, ben, la relique, on reste sur les sneakers. On parlait de Slam Magazine. Enfin, à chaque fois, tu me sors des super slams. Moi, je te sors 2 slam kicks Oh, ils sont beaux, ça. sur les Jordan. Voilà, ils sont Magnifique. super beaux, tu vois, avec des belles couvertures derrière. Euh, donc, voilà, ça allait de 1 à 6 pour le premier, de 6 à 11 pour le deuxième. Et il y en a eu un troisième, mais qui était disponible pratiquement qu'en digital de 12 à 16 ou 17. C'était bon, moi j'avais acheté en digital, c'était pas le plus intéressant. Mais voilà, ça raconte l'histoire de chaque modèle. Et puis tu vois, c'est les modèles par qui ils ont été portés par la suite. Tu vois, là on le voit porté par Russ, on le voit porté par Kobe, All-Star, une paire de Jordan 3, et ainsi de suite. Là, et tu vois, il y a un truc sur Melo qui porte ces chaussures-là. Voilà, ça remet bien en perspective avec des chouettes coloris. Ici, les modèles qui avaient été faits avec Reggie Miller, avec voilà. Donc voilà, c'est des beaux exemplaires marqués en plus. Alors ça me fait délirer Slam quand c'est marqué Printed in USA. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, moi j'ai une relique qui est basket aussi, c'est le DVD du documentaire Sneakers, le culte des baskets de Thibaut de Longeville, qui était sorti en 2005. Essentiel. Voilà, ouais, encore une fois, moi qui connais pas grand chose au basket, j'ai appris beaucoup de choses dans ce documentaire qui est de mémoire, dont le narrateur en partie est je sais même pas comment le décrire, Bonz Malone, une espèce de personnage assez fou, journaliste aussi à la base, qui a écrit dans pas mal de publications hip-hop notamment, qui est personnage haut en couleur. On voit Clark Kent au dos dont tu parlais. Non, pardon, c'est Grandmaster Caz, je dis des bêtises. Grandmaster Caz, la légende, celui qui s'est fait voler le morceau par Sugar Hill Gang. Mais dedans, on voit Clark Kent de mémoire, bien sûr, l'apôtre des Uptown. Je crois qu'il continue de dire qu'il a jamais porté 2 fois de suite la même paire de Uptown depuis qu'il est dans le game. Donc voilà, ce documentaire Sneaker, le culte des baskets, je pense qu'il doit être disponible maintenant sur des plateformes de streaming, ça doit pouvoir Oui, se je pense, trouver. ouais. Voilà, c'est vraiment un très bon documentaire, donc signé par Thibaut de Longeville, si vous connaissez pas de nom, notamment qui participe au Quai 54 chaque année, qui vient de sortir un documentaire sur DJ Mehdi. J'ai vu qu'il avait été présenté dans des festivals et le documentaire n'est pas encore sorti, mais j'ai hâte de voir ça. Donc voilà ma petite relique de la semaine. Eh ben, c'est un magnifique. Il était sorti dans une édition limitée, dans une boîte Nike, comme une boîte d'Air Max. C'était ouais, Just for Kicks pour les anglophiles. Il y avait eu des éditions de Air Force, je crois, avec marqué Just for Kicks derrière, limité. Ouais, ouais, non, non, ça avait fait du bruit quand c'était sorti quand même, parce que c'était déjà un Frenchie qui allait parler à des spécialistes.
Et encore une fois, on y apprend énormément, énormément de choses. Ouais, bah, en tout cas, moi j'ai appris plein de trucs aujourd'hui, Pierre Armand. Merci d'avoir illuminé un petit peu ma culture sneakers qui est encore à faire et à construire. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on s'est éclaté comme chaque semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Hoop Culture, pardon. Et puis bien sûr, mardi, n'oubliez pas, Time Radio Show, toujours sur Radio Grenouille, que vous pouvez retrouver aussi en streaming et en sous format de podcast. Moi, je t'avoue que c'est comme ça que je les écoute, parce que le mardi, j'ai entraînement, comme tu le sais, Pierre Armand, à cette heure-là. Donc je me fais du rattrapage par la suite. Il y a tous les liens, on vous met tous les liens en description et puis on vous dit à très vite. Ciao Salut à Pierre. tous. Ciao.